Le Togo sera à nouveau face à l'épreuve de l'examen périodique universel dans quelques semaines ou quelques mois. À cet effet, les organisations de la société civile préparent leur rapport alternatif. Le CACIT a convié ses partenaires pour plancher sur ces rapports alternatifs. On va en parler tout de suite avec notre invité, le directeur exécutif du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, Ghislain Niakou. Bonsoir Ghislain Niakou. Bonsoir, Monsieur Samir. Merci à vous d'être notre invité. D'abord, pour planter le décor, l'exercice de l'EPU, qu'est-ce que c'est exactement? L'EPU est un des nombreux mécanismes mis en place par les Nations Unies pour évaluer la situation des droits de l'homme dans les différents pays membres des Nations Unies. La particularité de l'EPU, c'est que l'EPU est un examen qui est fait par les pairs, c'est-à-dire entre les États. Ensuite, ça prend en compte l'ensemble des droits de l'homme, contrairement aux autres mécanismes qui prennent en compte des droits spécifiques liés à une convention, à un pacte signé, ratifié plutôt par un des États membres. Et quel est l'intérêt de cet examen pour les États? L'intérêt est multiple. D'abord, les Nations Unies ont été créées suite à la Deuxième Guerre mondiale, avec sous le constat que les barbaries qui ont eu lieu avaient pour soubassement les violations des droits de l'homme, que l'homme n'avait pas, la dignité humaine n'avait pas été prise en compte, et ils avaient pris l'engagement que le respect des droits de l'homme sera au cœur de l'action des Nations Unies. Et donc, évaluer périodiquement la situation des droits de l'homme dans les différents pays permet de jauger du niveau de mise en œuvre de cet engagement international et de prévenir les violences et les conflits à travers le monde. Est-ce que les passages, je pense, chaque 4 années, que les États sont soumis à ce genre d'examen, est-ce que vous, qui faites ce travail depuis plusieurs années, vous constatez que cet examen apporte, j'ai dit, un changement en matière de respect des droits de l'homme dans les États, comme le Togo, par exemple, qui est soumis à cet examen? Je voudrais d'abord dire, et je l'ai dit à l'entame, qu'il y a plusieurs exercices qui permettent d'évaluer les États. Il y a certains exercices, comme pour les organes des traités, qui se font chaque 4 ans, mais l'EPU se fait chaque 4 ans et demi, 5 ans. Et donc, oui, effectivement, il y a un intérêt à ce que cet examen se fasse. Et pour les pays, ça apporte des avancées majeures dans les différents pays membres des Nations Unies. Déjà, le fait pour les pays de se prêter à cet exercice est un signal pour montrer leur volonté à mettre en œuvre les droits de l'homme dans leur pays. C'est aussi un processus qui permet l'implication de divers acteurs, notamment la société civile, les partenaires techniques et financiers, les autres États membres. Vous verrez qu'avec cet exercice, d'autres États, des États comme l'Uruguay, la Moldavie, etc., peuvent faire des recommandations au Togo en s'imprégnant de la situation qu'il y a dans le pays. Alors que sans cet exercice, on voit assez difficilement des pays assez reculés ou qui n'ont pas un intérêt direct avec le Togo s'intéresser à la situation des droits de l'homme dans notre pays et faire des recommandations au Togo pour leur mise en œuvre. Alors, lorsque approche cet examen, il y a donc l'exercice du rapport alternatif, ce que vous avez fait. Mais avant cela, si vous, de la société civile, vous faites un rapport alternatif, c'est parce qu'il y a un rapport de l'État, c'est bien ça? Exactement. En fait, c'est un examen entre les pairs, comme je l'ai dit d'entrée, c'est un examen entre les États, le PU. Et c'est ça sa particularité. Et donc, l'État togolais fait un rapport sur la base des recommandations qui lui avaient été faites. C'est le 3e cycle depuis la création de cet examen-là. Et donc, l'examen qui a été fait en 2016, le Togo a reçu des recommandations, 195 recommandations. Certains ont été... le Togo a accepté certaines. Il a juste noté d'autres. C'est une façon galante de dire qu'il ne les a pas acceptées. Toutefois, étant donné que les droits de l'homme sont un engagement de tous les États, les années suivantes, il peut décider
par exemple, de rentrer dans le processus, de travailler sur ces recommandations-là aussi et de les mettre en œuvre. Donc, naturellement, au niveau des différents États et du Togo, cet examen est important pour pouvoir évaluer de manière concrète la situation des droits de l'homme dans ces différents pays, notamment le Togo. Et nous avons entamé ce processus, je dirais pas entamé, puisque c'est un processus continu que nous avons commencé depuis le premier cycle, avec, après les recommandations qui ont été formulées au Togo, des actions de plaidoyer, des sensibilisations, des formations des différents acteurs sur le terrain, des rencontres périodiques avec les acteurs étatiques, des cadres de dialogue, de concertation, etc., pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations à la lumière, naturellement, des recommandations des autres mécanismes des droits de l'homme qui, parfois, se recoupent entre une session et une autre et permettent à l'association, à la société civile plutôt, de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs étatiques. Alors, vous, l'exercice que vous avez fait, donc, c'est de réunir vos partenaires pour travailler autour d'un rapport alternatif. C'est quoi exactement ce rapport alternatif? Quel est son intérêt dans cet exercice? Oui, le rapport alternatif vient pour apporter des informations complémentaires et constructives à ce que l'État a produit comme rapport. Et la société civile se réunit, le CACIT a pris l'initiative de travailler avec UPR Info, qui est une organisation qui est basée à Genève et qui travaille dans le rôle d'accompagner les organisations de la société civile dans le processus de l'EPU, de l'examen périodique universel. Nous avons associé aussi le Centre pour les droits civils et politiques, le CCPA Centre, qui aussi fait ce travail à travers différents pays de manière spécifique sur les questions liées aux droits civils et politiques. Et donc, avec ces deux acteurs-là, le CACIT a mobilisé la société civile togolaise, c'est une cinquantaine d'acteurs, même plus, que ce soit les ONG, les syndicats ou les médias, pour évaluer ensemble la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées au Togo en 2016 par l'examen périodique universel. Alors, cet exercice a donné finalement quoi? Parce que, bien évidemment, le Togo était à l'EPU en 2016. Le Togo sera bientôt à nouveau confronté à cet exercice. Ces jours que vous avez passés à faire cette évaluation, qu'est-ce que ça révèle concrètement? Nous pouvons dire que cet examen révèle qu'il y a des avancées. Et ça, nous l'avons déjà souligné à travers d'autres mécanismes ou d'autres passerelles d'évaluation. Il y a des avancées, mais naturellement, il y a beaucoup de défis qui restent. C'est les États, en fait, qui font pour le PU les recommandations. Donc, si vous voyez les 195 recommandations, elles sont faites par les États individuellement. Tel pays peut dire, bon, le Ghana, par exemple, juste à côté, si je veux prendre cet exemple, pour être plus illustratif, a fait une des recommandations qui dit au Togo de ratifier le statut pour la Cour pénale internationale, par exemple. Et donc, plusieurs pays, c'est les pays qui font les recommandations à l'État. Donc, nous, notre rôle est de voir si l'État togolais a effectivement mis en œuvre ces recommandations. Et donc, nous avons évalué, nous avons vu qu'il y a eu des avancées. Déjà, même le rapport de 2016 relevait un certain nombre d'avancées par rapport à 2011, où, par exemple, on pouvait relever qu'en 2015, déjà, le code pénal a été adopté. Et donc, avec l'adoption de ce code pénal, il y a eu l'incrimination de la torture, ce qui était l'une des recommandations de 2011, qu'on constate qu'en 2016 a été mise en œuvre. Et il y a aujourd'hui le défi de l'adoption du code de procédure pénale qui est dans les recommandations et qui, pour nous, est quelque chose sur lequel l'État doit pouvoir travailler d'ici au début d'année 2022. Il faut savoir que ce processus
comme on le dit, comme c'est un processus d'évaluation entre les pairs, le rôle, par exemple, de la société civile, c'est de continuer le lobbying, le plaidoyer pendant toute cette période jusqu'en 2022. Nos différents rapports, parce que nous avons prévu faire plusieurs rapports. Pourquoi, de manière stratégique, au niveau de l'examen périodique universel, contrairement aux autres mécanismes, il y a un nombre des exigences en termes de nombre de pages ou de mots à produire pour un rapport. Donc, un rapport conjoint, par exemple, avec plusieurs acteurs, ferait 10 pages. Un rapport d'une seule organisation ferait 5 pages. Encore que l'on puisse prendre en compte le contenu ou les recommandations de ce rapport, puisque au final, c'est un seul rapport de la société civile, et ça, c'est important de le souligner. C'est un seul rapport de la société civile qui sera soumis à l'examen. Donc, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fera la compilation de tous les rapports produits par les organisations de la société civile, quelles qu'elles soient, et prendra le substrat, en fait, de tous ces rapports pour en faire un rapport unique à soumettre aux États. N'empêche, les autres rapports, tous les rapports produits seront sur le site du ACDH. Un État qui est beaucoup plus intéressé par la question des droits de l'homme au Togo peut aller les consulter. Oui. Toutefois, comme je l'ai dit et je le rappelle, c'est un seul rapport qui, au final, sera une synthèse qui sera soumise par le ACDH aux États. Donc, nous, on a prévu, on a fait 6 groupes thématiques. On avait fait 5 en 2016. Là, on a fait 6 groupes thématiques. Droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de l'enfant, droits des femmes, groupes vulnérables. Et puis, on a ajouté la situation des défenseurs au regard des défis liés à la liberté d'expression, de manifestation, de réunion dans notre pays actuellement. Alors, est-ce que pour vous, ces organisations qui vous mettez ensemble pour travailler sur un rapport alternatif, j'ai envie de savoir, est-ce que l'exercice n'est pas un peu compliqué, puisque peut-être ces organisations ont leur domaine d'intervention où elles notent un certain nombre de choses. Vous me donnez tout à l'heure les limites qu'il y a. C'est vrai, tout le monde peut faire son rapport, mais après, il y a un substrat à prendre en compte. Vous n'avez pas le sentiment que des choses peuvent, par exemple, pour vous, paraître importantes, mais qui, au niveau de ceux qui vont finalement faire le travail de mise ensemble, ne vont pas être prises en compte? Justement, c'est cela qui nous a mené à faire pas seulement une consultation qui consisterait à recueillir des données, parce que nous allons continuer le recueil des données jusqu'à un atelier de validation qui va se faire dans 1 mois et demi à peu près, mais surtout à renforcer les capacités des différents acteurs présents sur le processus et comment élaborer un rapport. Donc, et les recommandations surtout, comment formuler de bonnes recommandations pour que ces recommandations soient prises en compte. Donc, tout cet exercice a fait partie de la consultation qui a eu lieu pendant ces 3 jours. Et l'espoir, c'est d'avoir des rapports de qualité et qui puissent nourrir le rapport du Haut Commissariat à soumettre aux États. Alors, le rapport alternatif, c'est un peu une sorte de contre-rapport de l'État, c'est ça? Je voulais d'abord revenir, parce que vous m'avez posé la question sur le fait que nous produisons donc 6 différents rapports thématiques et un rapport de synthèse. Donc, ça fera au total 7 rapports que nous allons soumettre, facilitant aussi pour les États qui sont intéressés par un domaine spécifique des droits de l'homme de pouvoir aller visiter ces rapports, même si le ACDH, comme je l'ai dit et je le répète, fera une synthèse elle aussi, lui aussi plutôt. Maintenant, vous avez voulu savoir si le rapport alternatif est un contre-rapport ou non, j'ai dit tout à l'heure que, en fait, on dit aussi parfois que c'est la contribution, la contribution, au lieu de parler même de rapport alternatif, on peut dire la contribution de la société civile. En fait, surtout pour le PU, qui est un mécanisme de gentleman agreement beaucoup plus, parce que c'est les États qui s'évaluent entre la société civile est venue juste comme un appui en termes de fournir des informations complémentaires, mais constructives. Donc, ce n'est pas un contre-rapport. En fait, aussi pour vous expliquer encore plus le processus que nous avons mis en place, après cette consultation, nous allons faire les rapports en groupe restreint avec les échanges continus avec les différents acteurs qui étaient là. Mais nous allons envoyer ces rapports au niveau des acteurs étatiques pour nous assurer que les informations qui y sont
sont déjà prises en compte ou pas. Parce que parfois, vous pouvez faire un rapport et estimer que telle chose n'est pas encore mise en œuvre, alors que l'État, pour sa part, a déjà fait ces genres d'actions. Oui. On n'a pas toutes les informations. Donc, il serait, si l'on veut être objectif et professionnel, de bon ton de nous approcher des acteurs étatiques pour mieux comprendre s'il y a eu des avancées sur tel ou tel aspect. Et ce n'est qu'après que nous, on fait l'évaluation finale pour soumettre le rapport. Donc, pour nous, la société civile, d'ailleurs, les Nations Unies ont un principe, parler en termes outrageants ou dire des contre-vérités flagrantes, tout ça, c'est des informations qui ne sont pas prises en compte et on vous retirerait même la parole si vous aviez droit à la parole devant les Nations Unies. Donc, il faut un travail objectif, professionnel et dans une démarche constructive. Travail objectif, professionnel, dans une démarche constructive. Je voudrais revenir un peu en arrière sur le précédent rapport, celui sur qui vous êtes en train de travailler, dont vous êtes en train de faire l'évaluation. C'est-à-dire, lorsque les États font leurs recommandations après le passage d'un État au niveau de l'examen, le suivi de la mise en œuvre, c'est surtout les acteurs de la société civile qui le font, c'est ça? Oui, je voulais, quand j'ai dit constructive avec les autres adjectifs, vous l'avez répété si bien, mais ça ne veut pas dire que nos rapports vont être une suite d'un rapport de l'État. Dans nos rapports, il y a des informations qui vont pouvoir apporter plus d'éclaircissement sur un certain nombre d'aspects, apporter aussi, alerter aussi sur des situations que l'État va taire dans son rapport naturellement, sur des cas spécifiques, par exemple, sur lesquels nous voudrions que les Nations Unies soient alertées, que des actions soient prises, des choses soient faites, même si les actions urgentes ne peuvent pas être faites dans le cadre de l'EPU. Quand même, c'est un processus qui permet d'ouvrir un certain dialogue avec des États spécifiques. Un État, par exemple, de manière spécifique, peut prendre en compte une situation particulière et décider d'agir dans la durée ou d'agir directement sur cette situation pour faire avancer les droits de l'homme dans le pays. Donc, le suivi de la mise en œuvre, oui, merci. Le suivi de la mise en œuvre se fait par la société civile essentiellement, mais aussi par les acteurs étatiques eux-mêmes et d'autres acteurs, les partenaires techniques et financiers, etc. Donc, chacun joue son rôle, les médias aussi, les syndicats, tous les acteurs de la vie publique sont censés, au niveau national ou international, sont censés jouer leur rôle dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Certains, c'est pas à travers les financements, d'autres, c'est à travers des actions de plaidoyer, etc. D'autres, c'est les deux, parce que si nous, par exemple, nous échangeons avec une chancellerie de manière particulière sur la situation des droits de l'homme, ils sont censés aussi, après, faire un certain nombre de plaidoyers avec les acteurs étatiques pour faire avancer la situation. Donc, c'est tous les acteurs qui sont impliqués dans le suivi, les médias à travers les sensibilisations, le partage d'informations, la société civile, partage d'informations, formation, plaidoyer, lobbying, etc. Alors, vous avez commencé à l'entame en présentant un peu le mécanisme même de l'EPU avec les rapports, les recommandations qui sont faites et leur mise en œuvre dans le contexte de notre pays, par exemple, en parlant d'avancer dans certains points, mais il reste encore beaucoup de défis à relever. On sait qu'il y a presque 2 ans, le monde entier était confronté à la pandémie du coronavirus et cela a mis un peu en difficulté le respect des droits de l'homme. Est-ce que ce sont des aspects que, dans le rapport alternatif, vous avez pris en compte le respect des droits de l'homme dans le contexte de la survenance de la pandémie? Naturellement, les rapports que nous produisons ces derniers temps sur la situation des droits de l'homme ne saurait occulter la prise en compte de la situation, en tout cas de la gestion de la pandémie sous le prisme des droits de l'homme. Donc naturellement, cette situation est prise en compte dans les différents rapports. Comme par exemple, on aura parlé, ou bien nous parlons du droit à la vie ou à l'intégrité physique, nous n'allons pas mettre sous silence
tout ce qui s'est passé pendant au début de la crise sanitaire, qui a même amené le président de la République du Togo à instruire le ministre de la Justice pour ouvrir des enquêtes, etc. Donc, tout ça sera pris en compte dans le rapport. Pour le prochain exercice, quels sont pour vous, qu'est-ce qui serait une victoire? Quels sont les genres de recommandations auxquelles vous attendez qui serait une victoire pour vous? En termes de victoire, en fait, les droits de l'homme sont indivisibles, interdépendants. L'idéal c'est un idéal auquel on aspire, et les Nations Unies aspirent, aurait été que tous les défis liés aux droits de l'homme au Togo soient relevés. Mais ça, c'est réellement un idéal. Mais déjà, si avec cet examen, couplé avec tous les autres qu'on a eu récemment, on peut avoir le nouveau code pénal assez rapidement. La réflexion autour de la fermeture de la prison civile de Lomé, de la construction d'une nouvelle prison, saluant au passage le fait qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle brigade pour mineurs, en tout cas un nouveau centre pour les enfants, qui étaient des plaidoyers que la société civile avait portés. Et donc nous espérons que la même chose se passera avec la prison civile de Lomé. Aussi les questions liées à la liberté de réunion, de manifestation, et garantir les garanties juridiques fondamentales pour les détenus et les libertés publiques fondamentales aussi à travers tous les pays, dans toutes les régions, pour nous serait un acquis majeur. D'accord. Vous ne pensez pas que l'examen périodique universel, tout comme les autres mécanismes d'évaluation que nous avons, reste un peu trop élitiste, trop fermé dans un cercle et pas assez vulgarisé? En fait, si vous dites ça, vous avez raison sur un point qui est que, bon, effectivement, c'est au niveau des Nations Unies que ça se passe et que c'est les acteurs de la société civile qui aussi prennent le relais dans la société. Mais le rôle que nous avons, effectivement, quand vous le dites, c'est un rôle, un défi pour nous et pour les partenaires aussi d'accompagner la société civile en ce sens, c'est de vulgariser au plus profond dans les communautés les mécanismes pour que toute la population s'en imprègne. D'ailleurs, nous avons prévu dans le processus, avant même la soumission de nos rapports vers fin juillet, de faire aussi des émissions, des sensibilisations en ce sens. Nous avons, en tout cas notre organisation et d'autres aussi le font, initier des campagnes de sensibilisation dans les villages. Et à travers ces campagnes, qui sont quelque part aussi, toutes les actions que la société civile mène sont un accompagnement pour la mise en œuvre des recommandations des différents mécanismes. Et donc, nous avons des campagnes dans les villages pour expliquer les droits de l'homme en général, mais aussi parler aussi de ces différents mécanismes qui sont des évaluations pour lesquelles l'État a de manière volontaire pris l'engagement de mettre en œuvre les recommandations donc, qui seront issues de ces évaluations. Et donc d'amener les populations dans une approche droit de l'homme à faire eux aussi la veille citoyenne dans la mise en œuvre de ces recommandations. Le prochain examen, c'est prévu pour quand exactement? En réalité, l'examen commence dans quelques mois. C'est tout un processus qui va être bouclé en début d'année 2022, autour de février, par là, je pense. En tout cas, en 2022, puisque la pandémie fait aussi qu'il y a des décalages. Et donc, l'État, en ce moment-là, recevra les recommandations, dont certains seront acceptés, d'autres, naturellement, notés. Ghislain Niakou, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité, M. Samuel. On va marquer maintenant la pause, 10 minutes, pour suivre le journal et nous serons de retour pour continuer avec Regard Croisé.